C'est quoi les sceptiques? Est-ce qu'ils ont une méthode? Et c'est quoi cette méthode s'ils en ont une? Nous allons faire le point sur ce sujet afin de poser les bases de l'autodéfense intellectuelle. Ce qu'elle prétend est ce qu'elle ne prétend pas être. Et nous allons développer après ça. Un zeste de science, une louche d'esprit critique, un peu de bave, de complotiste, on touille, oh, on anime. Je suis Christophe, Toff pour les intimes, et je vous explique comment développer l'esprit critique de vos élèves. Si vous ne voulez pas rater mes autres potions anti-fake news, abonnez-vous, je publie régulièrement des vidéos sur cette chaîne. Et en plus, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai encore un petit truc très mini. Et dites-moi en commentaire si vous appréciez ces petites touches de nature brute. Chapitre 1, définissons ensemble de quoi nous allons parler. La méthode d'autodéfense intellectuelle répond à un problème. Que dois-je mettre dans mon cerveau pour comprendre le monde dans lequel je vis? Nous avons un monde d'une extrême complexité autour de nous. Et dans ce monde, nous avons toutes les approches humaines possibles à notre disposition. Pour, contre, on s'en fout, c'est vital, c'est louche, on nous ment, mais non. Pour chaque sujet du quotidien, nous devons avoir notre avis. Nous construisons celui-ci essentiellement sur les ressentis que nous offre notre jugement automatique du monde. Et ça marche plutôt bien. C'est pourquoi, avant d'explorer le cœur de la méthode, j'ai voulu poser la base d'apprendre à suspendre son jugement. C'est ici. Nous allons commencer à savoir comment faire et comment ne pas faire. C'est l'objet quand même d'une vingtaine d'heures d'enseignement universitaire. Donc je ne pourrais pas tout faire en une vidéo de 10 minutes, évidemment. Aujourd'hui, la vidéo est encore spéciale. Nous allons définir le cadre de ce que j'aborderai par la suite. Voyons les situations dans lesquelles intervient l'esprit critique. Oui, commençons par la base. Quel est le champ d'intervention de la méthode? On a besoin d'esprit critique lorsqu'une situation complexe interfère dans notre vie. Je rappelle que le jugement est un automatisme mental qui nous donne immédiatement un avis sur le monde, afin de nous permettre d'y répondre, mais qu'il possède une limite, la capacité d'analyse. Choisir une bonne pastèque sur l'étal fait partie des compétences du jugement. On se fait rapidement une idée de la maturité du fruit, et l'expérience répétée nous donne une meilleure chance de trouver la bonne pastèque, celle avec laquelle on repartira. Et peu importe finalement s'il y avait une meilleure pastèque juste à côté, cela n'a pas d'impact dans notre vie. Mais sur des sujets complexes, comme par exemple acheter une pastèque responsable, notre jugement atteint ses limites. Il n'y a pas d'observation de différence entre une pastèque cultivée par un petit producteur local et des pastèques produites industriellement par une agriculture intensive et qui a traversé la moitié de la planète pour arriver dans le magasin. Pourtant, nous avons parfois besoin de choisir selon nos critères, nos valeurs. Alors, on passe en mode analyse. Traçabilité de la provenance, label de qualité, différence de prix. Puis notre choix se fait sur l'analyse des critères ainsi évalués. Avec le temps et l'habitude, notre jugement est capable d'intégrer notre analyse et il devient de plus en plus facile de choisir des produits responsables lorsqu'on a l'habitude de choisir des produits responsables. Et cela libère du cerveau disponible pour autre chose. Et bien au final, l'autodéfense intellectuelle, l'esprit critique, c'est l'application de cette méthode. Dans notre petit périple commun, nous allons décortiquer et pratiquer des analyses de fonctionnement de notre cerveau que nous serons capables d'assimiler pour nos jugements futurs. C'est une forme d'entraînement cérébral individuel face à la complexité du monde. L'autre intérêt est de voir que nous avons des biais, des limites, d'y être confrontés et d'en tirer les leçons d'humilité nécessaires pour passer en mode analyse. Dit comme ça paraît simple, mais l'est-ce vraiment? Non, pas du tout. Et plus notre cerveau a fixé ses mécanismes de jugement, et plus il est difficile de s'en défaire et de les infléchir, ou au prix de l'effondrement de notre personnalité. C'est pourquoi je m'adresse à vous, enseignants, pour entraîner le jugement en formation de nos enfants à une méthode les protégeant de leurs propres biais dans une civilisation de plus en plus complexe. Je tiens à remercier Isophonix pour ses commentaires dans ma vidéo précédente, car il exprime exactement pourquoi je pense qu'il est important de se munir d'une méthode pour se faire rentrer des trucs dans le cerveau. Et je précise d'emblée mes propres prétentions, limites
et champ d'application. Je ne suis pas une chaîne de debunk. Je ne prétends pas faire ce travail d'investigation sur des arguments contradictoires. Je ne vous donne pas de leçons sur quoi penser, c'est votre travail. Je ne suis pas une chaîne d'analyse de l'actualité. Par contre, je prétends vous apprendre une méthode pour construire chez vos élèves leur façon de penser dans un monde complexe, histoire d'éviter qu'ils tombent dans les pièges de notre civilisation de l'information. Et cette méthode, elle est un petit peu réputée. C'est la méthode scientifique. Pourquoi cette méthode de pensée en particulier? Parce qu'elle s'est construite depuis longtemps et a eu le temps de faire ses preuves. Qu'elle évolue toujours et même qu'elle fait l'objet d'un champ d'études. Car oui, il existe une science de comment on fait de la science. Et ça s'appelle l'épistémologie. Mais ce n'est pas suffisant. C'est une méthode basée sur le réel empirique. Ce qui veut dire que le seul objectif de la méthode scientifique est de décrypter un bout du réel qui s'impose à nous. Vous êtes conscient qu'il existe des lois dans la nature auxquelles nous sommes soumis sans pouvoir les changer. Un objet lancé en haut finit par retomber. L'eau mouille. Il y a des caractéristiques communes chez tous les félins. La méthode scientifique ne sert qu'à comprendre quelles sont ces lois, comment fonctionne le monde réel, et n'a aucune prétention à changer ce réel. C'est une méthode qui fonctionne superbement bien. Pas d'électricité à la maison sans électromagnétisme. Pas d'avion en vol sans physique des fluides ou les lois de Newton. Pas de smartphone sans physique quantique. Pas de voiture sans chimie et thermodynamique. Pas de GPS sans relativité générale. La science explique le monde et les ingénieurs nous en trouvent des applications utiles. Alors ce n'est rien de moins que cette méthode que vos élèves doivent comprendre pour étudier le monde complexe qui les entoure. Et c'est dans ce contexte que les messages d'Isophonix sont pertinents à étudier. À nos échanges, j'ai vite senti qu'il était allergique à la méthode scientifique. Le débat ne devait pas durer plus longtemps, car ce n'est plus mon rôle de lui révéler ses biais de raisonnement. En toute honnêteté, Isophonix, j'apprécie l'ouverture au dialogue, mais tu comprendras que nos échanges, aussi intéressants soient-ils, n'entrent ni dans mon planning de travail, ni dans ce que je souhaite transmettre. Le débat social autour de la crise Covid et de ses conséquences m'impacte, mais ne m'intéresse peu, et j'ai un biais d'emblée à ne pas être totalement ouvert au dialogue. Je suis soignant hospitalier, convaincu des bienfaits de la médecine et donc de la vaccination. Il y a toujours des nuances, des contre-exemples et une méfiance légitime à avoir. Mais l'état de santé de la population mondiale en 2021, les fractures de santé corrélées au système de santé de chaque pays, démontrent la puissance de la science médicale. Point final. Cependant, c'est dans le débat que peuvent s'opposer deux théories vraiment scientifiques. Chaque chercheur ayant son point de vue, son avis tranché, ce sont les chiffres, les observations croisées, les expériences et les publications de haute qualité qui fixeront une connaissance universelle. Pourquoi la science semble-t-elle arrogante parfois? Parce que la science est un langage particulier, traduisant en humain les lois fondamentales de la nature. L'univers possède des lois fondamentales qui dictent aux particules comment se comporter dans telle ou telle situation. Agrégez-vous en étoiles, fusionnez, interagissez, ou pas. Nous, humains, nous créons un langage qui nous permet de nous approcher au mieux de ces lois fondamentales. C'est tout l'enjeu des sciences, décrypter des bouts du réel et d'en trouver la meilleure explication possible. Contrairement aux arts, à la philosophie, à la politique, à l'économie, les sciences sont obligées de coller à la réalité. Sinon, elles en disent n'importe quoi. Alors oui, quand on a testé, expliqué, expérimenté, prédit, confirmé un bout de ce réel, la science devient schizophrène. Premièrement, on sait, on affirme, avec ce que vous pouvez prendre comme de l'arrogance de la part des scientifiques, comme ma position envers Isophonix et les vaccins. De mes lectures médicales issues de 2 siècles de sciences pointues, je sais comment et pourquoi fonctionnent les vaccins. Je sais quels en sont les bénéfices et quels en sont les risques. Je sais qu'il n'y a même pas de débat médical sur leurs indications. Je peux paraître arrogant, mais cherchez par vous-même dans des revues médicales les connaissances sur les vaccins. Il y a consensus. En contrepoint, on doute, on reste humble. C'est la petite touche de retenue que garde chaque scientifique. Nous avons dévoilé un bout du réel. Mais à quel point? Cela ne remet pas en cause l'ensemble des connaissances, notre certitude précédente.
Ça laisse juste une possibilité d'approfondir le sujet et très rarement de remettre en cause la théorie. Et même lorsqu'elle est remise en cause, une théorie apporte quand même quelque chose. Les lois de Newton ne sont pas devenues fausses. L'explication de la gravitation est meilleure chez Einstein, évidemment. Mais les calculs de Newton, dans la plupart des cas, fonctionnent parfaitement. Einstein, c'est plus précis et ça répond à certaines situations bien particulières. Si nous appliquons une méthode scientifique simplifiée à notre propre appréciation du monde, alors on a toutes les chances de comprendre la complexité de chaque domaine de connaissance. Nous apportons des nuances à notre avis. Nous séparons chaque sous-question du débat. Isophonix, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'un meilleur système de santé aurait peut-être pu faire vivre la crise autrement. Le souci de ton discours, c'est qu'il nie l'existence même de la pandémie, ce que la science arrogante ne permet pas de penser. Ce sont des faits. Ensuite, tu commets une série de biais de raisonnement, légitimes si tu n'y es pas préparé. Confondre corrélation, causalité, prendre notre bon sens au sérieux, réfuter les études qui te contredisent, comme si on pouvait en science choisir les résultats qui nous arrangent. Utiliser un témoignage comme preuve, faire un millefeuille argumentatif. Chacun de ces points fera l'objet d'une vidéo à part entière. Pour garder le débat, il faut en fixer le cadre. Et le cadre, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques expliquant au mieux le réel à notre instant du monde. Une fois ce cadre posé, nous pouvons discuter sur les obligations, les restrictions, les mesures à prendre. Je résume donc l'ambition de mon travail. Je ne fais pas de debunk ni d'analyse d'actualité. Je propose d'utiliser la méthode scientifique adaptée à l'autodéfense intellectuelle. Je donnerai ainsi des principes pour se prémunir de ses propres biais de raisonnement. C'est une démarche individuelle du développement de son esprit d'analyse. Je montrerai ce qu'il faut éviter de faire soi-même pour garantir la qualité de ce que l'on se met dans la cervelle. Je dévoilerai les méthodes fallacieuses des communicants, incluant complotistes, publicitaires, politiques, tout ça en adaptant le contenu pour que vous, enseignants, vous puissiez le transmettre à vos élèves. Ok, j'ai bien travaillé, maintenant c'est à vous. Mettez-moi en commentaire si le cadre que je viens de poser correspond à vos attentes. Ici, nous assistons à une émergence, c'est-à-dire à la sortie de sable de tortillons olivâtres. Après leur naissance, il y a environ 3 jours, à environ 80 cm de profondeur. C'est la profondeur à laquelle la femelle aura creusé pour pondre ses œufs. Les tortillons, dès leur naissance, vont se repérer par la luminosité que provoque le reflet, en particulier de la Lune, sur l'océan. Ainsi, dès qu'ils sont libérés du sable, ils se dirigent vers l'océan
et prennent la direction du large.